Les amis, j'étais invité par AI for Belgium. AI for Belgium, ça veut dire quoi? Ça veut dire intelligence artificielle pour la Belgique. C'est un groupe de travail au sein du gouvernement belge qui essaie d'amplifier l'ampleur de AI pour que ça rentre plus facilement, plus rapidement dans nos vies de tous les jours, dans nos vies d'entrepreneurs, pour faciliter un petit peu la transition vers un monde plus facile et efficace. Ici, ils organisent ce qu'on appelle AI Week, la semaine de l'intelligence artificielle belge. Et j'ai été invité à une journée en particulier, la journée sur la blockchain. Et lors de cette journée-là, nous allons interviewer des entrepreneurs qui sont venus là, qui participent à la blockchain, qui parlent un peu de la blockchain, de l'intelligence artificielle et qui vont nous raconter un peu les chiffres qui se cachent derrière la blockchain, le comment du pourquoi et comment être motivé et pourquoi chaque entrepreneur doit réfléchir à ça aujourd'hui pour passer à la blockchain et la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle dès aujourd'hui pour améliorer son efficacité de tous les jours. Donc abonnez-vous sur la chaîne et on va aller revoir tous ces gens-là tout de suite. Marc, enchanté, génial. Je suis très content de t'avoir chopé ici parmi tous les invités. Et on ne se connaissait pas avant, il faut dire la vérité. Et en fait, je viens de découvrir que tu t'appelles Marc Toledo. Et en fait, je me suis rappelé qu'il y a peut-être 20 ans, j'étais client de Toledo. C'est une boîte de communication, il fallait taper 1616 au début du numéro pour passer les communications via la société Toledo. Exact. Et donc, tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être juste rapidement parler de ton parcours entrepreneurial, comment tu as lancé Toledo et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? L'aventure commence quelque part en 1990 où je termine mes études. J'ai fait les sciences économiques à l'ICHEC. Je trouve mon premier emploi et j'ai travaillé 3 mois. Au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que employé n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. J'avais plutôt envie de lancer ma propre aventure. Malgré tout, on s'aperçoit que nous ne sommes pas un pays qui pousse les entrepreneurs. On a un pays qui pousse plutôt ceux qui ne sont pas entrepreneurs. On a un pays qui punit plus les entrepreneurs que les autres. Malheureusement, on voit par exemple le statut des indépendants qui se rapproche petit à petit du statut des employés, mais la protection n'est absolument pas la même. La considération de la part du public, d'un certain public, par rapport aux gens qui réussissent et par rapport à l'image de la réussite, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou si c'est de la politique, c'est pas évident. Donc moi, je n'ai pas de considération particulière, je sais que ce n'est pas évident, mais encore une fois, quand on fait une course, on regarde droit devant soi, on n'a pas besoin de regarder derrière, on perd du temps en regardant derrière ou à côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'où l'initiative de la chaîne Entreprendre et Vivre pour justement lancer l'entrepreneuriat et montrer un petit peu les astuces et que c'est pas non plus sorcier pour faire tout ce que vous voulez en fait finalement dans la vie, surtout aussi en Belgique où on a pas mal d'outils qui nous servent à se développer. Je fais la parenthèse de cela et donc maintenant tu as terminé les études et ensuite tu t'es lancé, tu as travaillé pendant 3 mois pour un patron et ensuite tu t'es dit ça c'est pas pour toi Et puis j'avais un de mes amis qui lui vendait du vin et qui ma foi avait une vie agréable. Je lui ai demandé mais que fais-tu? Il m'a dit écoute Marc, je vends du vin. Je dis mais excuse-moi, pendant mes cours à l'université, on m'a jamais dit qu'on pouvait gagner de l'argent en vendant du vin. En étant directeur du marketing de l'entreprise qui vend du vin, on pouvait gagner de l'argent, mais pas en vendant du vin. Et donc il y avait effectivement quelque chose que je devais apprendre. Je lui ai demandé montre-moi, c'est quoi vendre du vin? Je suis parti sur les routes avec lui et nous avons passé une journée à aller visiter ses clients porte à porte. Et au bout du week-end, il me paye ma rémunération, le montant de commission que j'avais perçu sur base des ventes effectuées. Mais j'ai dit, mais si moi je gagne ça, je suis content, ça compense largement ce que je gagne de l'autre côté et je pense que je vais pouvoir progresser. Je ne connaissais rien au vin à ce moment-là. C'était un petit peu différent à l'époque, mais j'ai appris le vin, j'ai appris à vendre. Et c'est vrai que pendant 4 ans, on était dans les foires, par Mons et par Vaux, en Suisse, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Belgique, à essayer de faire du client, à apprendre à vendre et apprendre à travailler avec des personnes. Et j'ai compris en fait que le premier acte dans une entreprise, c'est l'acte de vente. Bien sûr, même n'importe quel business que vous voulez lancer, même si vous avez des capacités techniques de fou pour créer une activité, si vous ne savez pas vendre, ça ne sert à rien de créer toute cette activité-là. Il faut toujours commencer par vendre quelque chose, même si ça n'existe pas, essayer de le vendre, et s'il y a un intérêt derrière, là vous créez le produit pour. Donc la partie vente est la plus importante. S'il n'y a pas de vente, votre produit, vous pouvez le ranger dans votre garage, il est inutile. Et ensuite, tu as continué à vendre du vin.
Tu t'es associé avec cet ami ou tu t'es... Non, j'étais simple commissionnaire, donc je ne travaillais pas, je ne gagnais pas. Je partais en vacances, je ne gagnais pas. J'étais malade, je ne gagnais pas. Il n'y a que lorsque j'étais sur le terrain que je pouvais gagner ma vie, donc c'était pas facile chaque mois. Et c'était quoi le deal avec ton ami? C'est que toi, tu étais indépendant. Oui. Pour toutes les bouteilles du vin que toi tu vendais, tu touchais une commission. Exactement. On peut savoir combien? À l'époque, on parlait de 30% de commission. Ok, tu vendais une bouteille à 100 €, tu touchais 30 €. Exactement. Pendant 4 ans, je faisais ça, j'étais content, j'avais trouvé mon rythme. Et puis, j'ai mon père qui travaille à Anvers, qui me dit, mais Marc, il y a des gens qui téléphonent moins cher à Anvers. Je dis, comment ça, ils téléphonent moins cher? Je dis, il y a une astuce, il y a un truc, il y a une arnaque. Il me dit, non, non, il y a des nouveaux services qui sont proposés aux gens et ils téléphonent à 50% du prix affiché par l'opérateur national. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Et mon père insiste, il me dit, ben va voir. Je dis, papa, tu as raison, je vais aller voir, parce que c'est une opportunité, et en tant que vendeur, on sait que s'il y a une porte, il faut frapper à la porte. Et j'ai été frappé à cette porte, on m'a ouvert, je leur ai dit, ben, expliquez-moi. Il m'a dit, c'est très simple, vous voyez, une communication vers la France, opérateur national, 24 francs belges, nous, 12 francs belges. Voici, votre formation est terminée. Ah, ben écoute, c'était assez simple, effectivement, puisque je vendais du vin, c'était un produit plus pas un produit de première nécessité, enfin pas pour tout le monde, mais par contre, les télécoms, tout le monde utilisait les télécoms. Et dans mon environnement international, dans l'environnement des vins, beaucoup de gens téléphonaient vers leurs clients, vers leurs producteurs internationaux. Donc j'ai commencé à faire quelques clients en mode agent, encore une fois, et je touchais une communication, sur chaque communication téléphonique, un petit pourcentage. Et là, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. J'ai vendu, et maintenant, tant que lui va téléphoner, je vais à chaque fois recevoir quelques cents. Et ta facture de combien? Combien est-ce qu'ils t'ont payé le premier mois ou À l'époque, c'était une commission de l'ordre de 7%, donc il faut quand même beaucoup de communication téléphonique pour cela, mais vendre, ça ne m'a pas dérangé. Et donc, tant et si bien que je me suis lancé à mon compte, bon, c'est pas évident non plus, parce que quand on est indépendant en personne physique, avec pas immensément d'argent, qu'on arrive chez un opérateur bien connu et qu'on dit « Bonjour, je voudrais vous acheter des communications téléphoniques pour les revendre à mes clients », on me dit « Mais vous êtes qui, vous? C'est quoi votre société ?» Et bam, et on reçoit des portes fermées les unes derrière les autres. Donc il faut d'abord trouver un fournisseur. Et quand j'ai trouvé mon premier fournisseur, et donc quand j'ai commencé à vendre pour mon propre compte, j'ai créé ma propre marque. J'ai demandé à mes amis, tiens, tu penses quoi? Network Systems, Toledo Telecom. Et je me dis, ben, Toledo Telecom, ça sonne bien comme nom. Vas-y, lance-nous Toledo Telecom. Et donc j'étais tout seul, j'ai dû faire mes conditions générales, faire mes logos. Donc j'ai lancé cette entreprise avec pratiquement rien en poche. Mais vendre, je savais faire, donc j'arrivais chez les clients, je disais, voici le contrat, je n'ai pas le temps de vous expliquer plus que ça, vous le renvoyez quand vous vous sentez prêt. Et donc les gens me voyaient arriver 2-3 secondes, et puis j'allais à mon rendez-vous suivant. J'ai signé comme ça près de 600 clients en un an, et l'entreprise était lancée parce qu'effectivement, avec le niveau de marge que l'on avait, il fallait beaucoup de volume pour commencer à gagner véritablement sa vie. Mais effectivement, comme je te le disais, je l'ai fait avec mon propre argent, donc tout mon argent était dans la société. Je ne retirais qu'un salaire de la société. Okay. Et quand je devais payer des choses, je voulais m'acheter un bien, ben, mon argent, il était dans les actions. Donc pour moi, le seul moyen, c'était de revendre. Et j'ai trouvé des investisseurs à l'époque qui ont décidé de racheter mes actions. Comment as-tu trouvé ces investisseurs? De la même manière, tu as des portes et tu frappes aux portes. Mais tu dis, écoutez, ma société est à vendre. Oui. Il y a 30 000 clients, chiffre d'affaires de temps, voulez-vous la vendre? Et justement, après 18 ans de partie opérationnelle de Toledo, le chiffre d'affaires était de combien à ce moment-là? On était à près de 20 millions d'euros. Ça générait un peu plus d'1 million d'euros d'EBITDA à l'époque, 1,2 million, 1,5 million, je ne sais plus, 1,8 million. Okay. Ça remonte, hein, 2012, ça fait déjà 10 ans. Donc ça générait du cash, ça crachait bien, ça continuait à se développer. Le secteur était difficile, il fallait s'internationaliser. Et donc c'était le bon moment pour sortir. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a envie de vendre sa société? Il faut toquer à quelle porte? À celui qui est censé la racheter. Donc, soit ça peut être un concurrent, soit ça peut être un investisseur qui peut continuer l'affaire et qui est content des revenus, soit ça peut être quelqu'un qui cherche un emploi et qui vient de revendre sa société et qui se dit tiens, moi j'aimerais bien changer de secteur. Donc il y a différentes pistes. En général, les banques peuvent très bien conseiller pour cela, ou bien les chambres de commerce aussi sont des bonnes conseillères. Les avocats, n'oubliez pas les avocats d'affaires, ils connaissent bien aussi le secteur. Maintenant, on n'est pas obligé de vendre sa société, on peut obtenir des dividendes de sa société. On peut très bien vivre des dividendes de la société et confier les rênes de la société à d'autres personnes. C'est aussi une possibilité.
possibilités. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de vendre la société et pas continuer justement à faire l'opérationnel du... Parce qu'en grandissant, à certains moments, on est obligé de faire appel à du capital pour continuer à grandir, notamment en fusion-acquisition. Mais pour passer le step supérieur, il fallait se diluer. Donc quand on ouvre son capital, on reçoit effectivement de l'argent, mais pas pour mettre dans sa poche, c'est de l'argent pour mettre dans l'entreprise. On fait une augmentation de capital, on donne des actions à ce moment-là aux nouveaux investisseurs qui détiennent aussi une partie. Donc en fin de course, quand on veut vivre uniquement de ces dividendes, c'est pas évident parce qu'on ne peut pas laisser la gestion à des gens qui pourraient en faire ce qu'ils veulent et donc de plus te payer de dividendes. Donc il vaut mieux à ce moment-là se mettre dans une position de vente. Maintenant, si on détient la majorité de sa société, à ce moment-là, on peut envisager les choses sereinement. Donc tout dépend un petit peu du droit de vote, des droits de vote que vous détenez dans la société. Maintenant, le nouveau droit des sociétés depuis 2 ans, 3 ans permet à des jeunes entrepreneurs d'avoir une dilution très importante, mais de garder quand même la main et le contrôle sur la société par le principe d'application des nouveaux types d'actions. Et parfois, il est plus intéressant d'avoir 10% de quelque chose qui vaut 10 millions que d'avoir 100% de quelque chose qui vaut 10 000 euros. Donc, c'est un calcul à faire. Tout à fait. Je reviens un peu à ton histoire. Donc, Toledo, tu as décidé de vendre en 2012. On peut connaître le prix pour lequel tu as vendu Toledo? Raisonnable. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à investir pas mal en tant que business angel dans différentes sociétés. Okay. C'est le cas jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont bien fonctionné? Alors aucune. Tu as perdu combien d'argent là-dedans? J'ai perdu pas mal d'argent là-dedans. Et donc j'ai décidé que j'allais investir de l'argent dans des gens intelligents. Et j'ai appris beaucoup en investissant sur des gens intelligents, notamment par exemple une autre caractéristique importante d'entrepreneur, c'est qu'il doit être courageux. C'est travailler 7 jours par semaine, il faut pouvoir le faire. Demander un salaire minimum, ça ne marche pas. Devoir se battre et pleurer, oui, il faut se battre et il faut pleurer. Donc oui, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une chose. Je travaille pas mal aussi comme consultant international, consultant indépendant pour différentes sociétés, en business développement, en stratégie, pour appliquer effectivement toutes les choses que j'avais apprises, aider les gens à se développer. Et je suis tombé, on arrive sur l'aventure suivante, sur mon associé en 2017, auprès d'un client. J'étais en mission en Macédoine, j'avais un client international là-bas. Je voulais qu'il me consultait pour faire le développement européen et le développement financier de son entreprise. Et je rencontre mon associé de l'époque, qui avait l'âge de mon fils, c'est assez amusant, Sacha Van Damme, un type extraordinaire, qui est super doué en informatique, un type que j'adore. Un Belge? Un Belge. De Macédoine? Non, qui était aussi engagé par cette société-là pour développer, et qui m'a téléphoné quelques mois plus tard en me disant « Mais Marc, j'ai vu ce que tu étais capable de faire, tu sais ce que je suis capable de faire, eh bien on pourrait peut-être combiner nos expériences pour lancer un opérateur ici en Belgique, un exchange, où les gens pourraient acheter facilement de la crypto-monnaie et revendre facilement de la crypto-monnaie à partir de leur compte en banque, parce que c'est pas évident. » J'ai dit, mais l'idée est très bonne, allons voir les avocats, on était voir les avocats, et finalement, on a pu lancer notre projet ensemble au mois de mars 2018. Donc c'était une belle aventure, parce que finalement, on a le meilleur de deux mondes. On a Sacha qui, lui, est le tech guy qui parle aux machines, mais qui a un niveau génie. Quand je dis niveau génie, c'est niveau génie. Et de l'autre côté, quelqu'un qui se débrouille dans la vente, qui a un super réseau, beaucoup de relations, qui a des connaissances en finance, qui sait lever des fonds, qui sait fédérer les gens, qui sait... je ne vais pas faire mon apologie, je me débrouille pas mal. Et lui se débrouille pas mal, et ensemble, on a créé cette boîte qui, ma foi, fonctionne super bien depuis 4 ans maintenant. Ok. Comment est-ce que vous avez départagé les parts? 50-50 chacun? Alors au départ c'était 50-50, mais je me suis dit, et je le sais par expérience, jamais il faut faire 50-50, puisque 50-50, la frappe, que des problèmes. Et donc comme il est beaucoup plus intelligent que moi, je lui ai dit, écoute, en cas de problème, je préfère que toi tu aies la golden share, celle qui fait qu'il a une action de plus. En cas de problème, tu auras toujours le dernier mot. Et c'est tellement plus simple, parce que quand on n'est pas d'accord, on sait que c'est l'autre qui aura le dernier mot, on se tait et au moins on avance. Parce que si on reste dans une position de blocage, on est dans une position de blocage, on est dans une position de dispute, et c'est comme ça que beaucoup de business disparaissent malheureusement. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? On a une trentaine d'employés, enfin pas vraiment employés, il y a des employés et des indépendants full-time qui travaillent pour nous. Donc, et quel est le chiffre d'affaires de ta société aujourd'hui? Cette année, on a dépassé les 2 milliards d'euros. Les 2 milliards d'euros? Oui. Génial. C'est grâce à qui? À vous deux? Est-ce que c'est grâce à l'équipe marketing aussi, entre autres? C'est le marketing que nous faisons, c'est le fait que le produit que nous vendons aujourd'hui, donc on vend un accès à la crypto-monnaie, on vend du bitcoin, on rachète du bitcoin, donc les gens peuvent récupérer ça. Et il y a un engouement très important sur les marchés, on voit un triplement de la demande en 2021, donc on est encore au début. En Belgique, il y a seulement 5 à 6% des gens qui ont déjà de la crypto, donc on pense que ça va encore évoluer. Nous allons
élargir aussi notre marché à d'autres pays européens. On va devoir aller chercher des fonds sur les marchés pour faire une augmentation de capital ou bien trouver un partenariat avec une banque par exemple ou une institution financière où on va pouvoir faire du cross-marketing. Donc on est occupé à ce genre de choses qui vont nous permettre de continuer. Maintenant 2 milliards, ce sont les transactions, c'est pas grand-chose. Ça paraît beaucoup, mais notre plus gros concurrent fait 6000 fois plus que nous. Ok, et je sais pas, en 2-3 phrases, est-ce que tu peux résumer les services que propose ta société? Aujourd'hui, je dirais que Bit4You permet aux gens d'acheter d'une manière simple et sécurisée des crypto-monnaies et aussi de pouvoir s'entraîner, apprendre le métier, apprendre la crypto-monnaie. Donc beaucoup de gens ont envie d'acheter du Bitcoin, eh bien nous leur donnons l'occasion de le faire de manière très simple. En moins de 2 minutes, tu peux ouvrir ton compte, par exemple avec It's Me, et tu peux rajouter de l'argent avec ta carte banque contact ou par virement. Et déjà avoir du Bitcoin et commencer à faire du trading. Ok. Si par exemple, votre société existe depuis 2018, si j'avais acheté du Bitcoin 2018 qui était, je ne sais plus, à 10 000 euros par exemple, aujourd'hui le Bitcoin est à 40 000, si j'ai envie de le revendre aujourd'hui et par exemple j'ai des millions sur le compte de Bit4You, c'est ça? Oui. Comment le retransformer en euros et avoir cet argent-là sur le compte bancaire? C'est une place de marché. Donc la place de marché, c'est quoi? C'est un endroit où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs. Donc si tu veux vendre tes 10 millions, on va trouver des acheteurs pour 10 millions qui eux vont payer et nous on envoie l'argent sur ton compte en banque. Est-ce qu'il y a une fiscalité un peu différente pour ça ou pas? La fiscalité est en train de se mettre en place. Donc le ministère des Finances a déjà préparé une série de 17 questions auxquelles il faut répondre. Et en fonction des réponses qu'on apportera au ministère des Finances, on a 3 types de qualifications pour les revenus en question. Soit ce sont des revenus professionnels et ils sont taxés et additionnés aux revenus professionnels. Soit ce sont des revenus divers qui sont taxés au taux des revenus divers. Soit c'est taxé au niveau 0. Ça peut être de la simple et bonne gestion de patrimoine. Pourquoi est-ce que tu es venu ici au AI Week? Quel est ton intérêt principal pour venir ici? Aujourd'hui, je viens pas en tant que... À part le fait de tourner pour la chaîne YouTube Entreprendre des Vies, c'est quoi ton intérêt là-dedans? Aujourd'hui, je ne représente pas Bit4You, mais je représente Bax Belgium, baxbelgium.com. Et le but, en fait, est de faire comprendre aux gens ce qu'est la blockchain, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important, pourquoi l'avenir est ainsi fait. C'est aussi le but est d'expliquer aux entreprises ce que la blockchain va pouvoir leur apporter, parce que toutes les entreprises qui ont un intérêt à exploiter des produits liés à la blockchain qui ne le font pas vont avoir un problème concurrentiel demain. Ils vont avoir un problème qui est assez important, c'est ils vont avoir des coûts qui sont plus importants, et donc ça peut être au détriment des entreprises ici en Belgique. C'est important aussi de communiquer avec les politiciens, de leur faire comprendre de quoi il s'agit pour qu'ils prennent des décisions de telle manière aussi à ce que la blockchain devienne un élément important de la croissance de notre économie de demain, et de faire en sorte surtout que les entreprises qui essayent de se développer dans ce secteur aient des lois qui leur permettent d'être concurrentielles par rapport aux autres entreprises qui ne sont pas soumises au droit belge. Parce qu'on est ici dans un environnement Internet et il n'y a pas de frontières. Donc nous, nos concurrents, ils sont aux États-Unis, ils sont en Asie, ils sont en Afrique. Et donc si on est trop conservateur ici en Europe, le client, lui, va pouvoir acheter où il veut. Après, le dernier objectif de Bax Belgium est d'aider les jeunes à se lancer dans la blockchain, à développer des projets, à les former avec FinTech Belgium, qui est une autre association importante d'entreprises actives dans la finance et la technologie, avec un endroit pour les accueillir, un incubateur, des gens pour former. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui veut se lancer dans la blockchain? La première des choses, c'est a-t-il une idée? A-t-il un projet? A-t-il quelque chose à vendre? A-t-il quelque chose qui correspond à un besoin? Parce que la blockchain ne s'apprend pas à l'école. Et donc, mais il s'intéresse à ça par lui-même, il va sur Internet, et il a des tutos, il regarde. Aujourd'hui, c'est principalement par Internet, tu as raison de le dire. La formation à la blockchain, aujourd'hui, on en est vraiment au début. Et la plupart des gens qui se forment ici en Belgique se forment sur Internet. Et le véritable problème, c'est une fois qu'ils sont un peu formés, ils sont engagés par des sociétés gigantesques qui ont besoin de milliers de personnes, un temps soit un peu formées ou ouvertes à cela. Et Bax, c'est quoi? C'est une société Donc c'est une ASBL dont le seul but est justement de promouvoir, comme je dis, la blockchain, les entreprises actives, la formation, le lobbying. Et toi, tu fais partie de ce Je suis le fondateur de cette avec
Donc c'est à but non lucratif, on est d'accord? Oui, tout à fait. Moi, je fais vraiment ça. C'est pas pour gagner de l'argent. D'abord, il n'y a rien à gagner dedans. Le but du jeu, c'est simplement de porter la bonne parole et de faire en sorte que la Belgique ne loupe pas le train de la blockchain et qu'on ne reste pas coincé historiquement à un moment où on pourrait faire quelque chose. Donc l'innovation, en général, ça fait peur. Les gens la rejettent avant de l'adopter. Et donc, on essaye de faire ce passage pour aider les gens à l'adoption en douceur. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou au contraire me dire par rapport à ce que j'ai compris que je n'ai pas pu couvrir? Non, on a déjà couvert quand même pas mal. Maintenant, ce que je dirais, c'est entreprendre, c'est un acte naturel. Pour ça, il faut avoir envie, il faut avoir une idée, il faut être prêt à travailler dur, il ne faut pas avoir peur de travailler, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Le tout, c'est de se relever à chaque fois que vous tombez. Génial. Donc ça, c'est vraiment super important parce que des tartes, vous en recevrez. Des gens pour vous décourager en vous disant « ça ne marchera jamais », c'est effectivement le cas. Mais vous remarquerez aussi que tous les gens qui essayent de vous décourager, dans 99% des cas, ils n'ont jamais rien fait eux-mêmes. Donc allez prendre des conseils auprès de gens qui ont déjà fait leurs preuves. N'allez pas prendre des conseils auprès de gens qui n'ont jamais rien fait. Et c'est quoi la meilleure source d'information pour avoir des conseils? Allez demander à des gens qui réussissent. Et c'est la chaîne YouTube Entreprendre des livres. Par exemple. On est d'accord là-dessus. Avec grand plaisir, je viendrai dans ta société si jamais tu auras le temps pour découvrir un peu ton associé, Sacha, pour voir les employés et pour découvrir un peu plus en profondeur comment est-ce que fonctionne le logiciel. Est-ce que tu peux donner un code promo pour les abonnés de la chaîne Entreprendre des livres, ceux qui ouvrent un compte et qui donnent un code spécial, est-ce qu'ils peuvent avoir genre 10% en plus de ce qu'ils mettent sur le compte? On peut faire quelque chose, effectivement, je t'enverrai un lien, où les gens vont pouvoir recevoir, par exemple, $50 quand ils auront investi $50. Des vrais $50. Ah oui, si tu investis, si tu vas avoir du vrai argent, cadeau, ça va être difficile, mais là tu vas avoir du vrai argent quand tu auras investi. Génial. Et à ce moment-là, déjà tu as doublé ton investissement, il n'y a plus qu'à trader et faire fructifier ça. Et donc tout ça, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Oui, tout à fait. Et cette manière, celui qui ouvre le compte sur ton site, il va recevoir $50. À partir du moment où il aura mis 50 €. Marc, merci beaucoup pour tout ton témoignage, ton histoire est très inspirante. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'espère à bientôt dans tes bureaux. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Marc. Au plaisir, enchanté. Merci.